c'est ma deuxième fois de participer à Teach Tourist. Parce que chaque fois, je veux bien participer, mais les occupations font qu'il n'y a pas eu souvent le temps. Mais maintenant, par rapport à mon expérience dans la vaccination, je tiens à vous informer que j'ai commencé par les centres de santé. J'ai été chef de centre de santé et ils m'ont pensé que le centre de santé, c'est la base, c'est la prévention. Et qui parle de prévention parle de la vaccination. Et ça, c'est depuis 2017 à nos jours. Ça me fait maintenant 7 ans d'expérience dans la vaccination. Et merci. Merci. On a lancé des questions, c'est vraiment notre responsabilité est entière, cher Bamouga Deforomo. On a lancé des questions alors que le compte à rebours devait commencer. On est à 1 minute 20 de cette séance. C'est toujours un plaisir. Teach to Reach, comme Charlotte l'a dit, là, a commencé avec des acteurs de la vaccination. Un moment très particulier, on va vous raconter tout ça. Et aujourd'hui, c'est Teach to Reach 11, la 11e édition. On est à bientôt 5 ans depuis le lancement du premier Teach to Reach. Vous voyez, beaucoup pensent que c'est une réunion annuelle, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. On va vous expliquer tout cela si vous venez de nous rejoindre en cours de route. Si vous êtes dans le hall d'entrée de la conférence, si vous êtes ici, eh bien faites attention, vous n'êtes pas encore au bon endroit. Vous voyez, il faut réserver un spot pour cette séance. Le compte à rebours des dernières 30 secondes. « 50 ans du programme élargi de vaccination », c'est le PEV, sous l'égide du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. C'est parti. Voilà, soyez les bienvenus. Alors on a des messages, on ne va pas pouvoir tous les passer. Monsieur Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève, ici bien sûr avec Charlotte Mbou et Maria Fernanda Monzon qui constitue en fait, c'est votre trio pour ce Teach to Reach. Alors, les 50 ans du PEV, je vais demander à Charlotte de raconter comment et pourquoi nous avions lancé cette première conférence Teach to Reach. Mais avant ça, je vais vous donner des informations pratiques. Certains se sont retrouvés, donc si vous accédez le 6 décembre, vous tentez d'accéder à la conférence et vous vous retrouvez avec cette demande de code d'accès. Beaucoup sont restés perplexes. Eh bien, regardez bien la flèche rouge. Vous voyez la petite enveloppe blanche sur le cercle bleu. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut demander le code. Beaucoup atterrissent sur cet écran, vont regarder sur leur inbox, il n'y a pas de code. Eh bien parce que, et c'est pas du tout intuitif, c'est expliqué nulle part, il faut d'abord demander l'envoi du code pour ensuite le recevoir sur votre inbox et pouvoir accéder donc à la conférence. Voilà pour le côté pratique. L'autre chose, je vais essayer de récapituler et voici comment ça se présente si vous êtes sur votre téléphone. Eh bien, vous voyez ici, il y a ce réserver un spot. C'est un bouton rouge si vous êtes sur votre téléphone et vous cliquez d'abord sur Session. Je vais vous montrer ça si vous êtes sur une machine de bureau. Donc vous cliquez sur Session et c'est là où vous pouvez voir donc toutes les séances. Et là, on est sur la séance des 50 ans du PEV. Vous voyez, moi j'ai un bouton Participer, mais peut-être vous ne l'avez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas encore réservé votre spot. Qu'est-ce que c'est un spot, vous allez me dire? Eh bien, c'est tout simplement votre place au sein de la salle dédiée à cette séance pour les 50 ans du PEV. L'autre chose, c'est si vous retrouvez ici, donc par exemple comme Zachary Koboui Mana, vous pouvez regarder, assister à la séance, mais vous ne pouvez pas réellement participer. Pourquoi? Parce qu'il faut justement réserver votre spot et ensuite rejoindre la salle pour le faire. L'autre chose, si vous contentez de simplement regarder, eh bien, n'oubliez pas d'activer le son. Ici, vous avez donc le dispositif pour écouter et surtout, n'oubliez pas non plus d'activer la vidéo. Vous voyez que si vous êtes par exemple dans une autre réunion
eh bien, ce dispositif vous propose les sous-titres en temps réel, ce qui vous permet de suivre la réunion même si vous n'êtes pas en mesure d'activer le son. Mais d'autres sont confondus, il faut bien activer le son ici. Il faut bien... Voilà, vous entendez ma propre voix, ce n'est pas l'objet ici, mais j'espère que Zachary Koubouimana, vous allez nous rejoindre. Voilà donc pour les informations pratiques. Maintenant, vous savez qui participe à Teach to Reach. Eh bien, vous voyez surtout la participation croissante. Alors, ce chronogramme démarre en mars 2021, mais la véritable toute première conférence Teach to Reach a eu lieu du 25 au 27 janvier et a été démarrée par les acteurs de la vaccination. Je vais demander à Charlotte de très rapidement nous récapituler. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la situation en janvier 2021 qui a amené des acteurs de la vaccination de tous les niveaux de la pyramide sanitaire à se rassembler dans le cadre de cette initiative Teach to Reach? Bienvenue Charlotte et on entame cette deuxième partie de Teach to Reach avec une question pour toi. Merci beaucoup, Reda, et salut à toutes et à tous. Oui, justement, lorsque la pandémie de la COVID-19 frappe en 2020 et les pays s'apprêtaient à introduire le vaccin, il y avait les anciens des programmes de la Fondation Apprendre Genève qui s'étaient réunis et ils ont formé ce que nous avons appelé le réseau scolaire COVID-19. Leur objectif était de s'entraider et au travers de l'apprentissage par les pairs à relever le défi dont faisait face la vaccination à cause de la pandémie du COVID-19. Donc, c'est en janvier 2021 que plus de 300 participants de ce réseau se sont mis ensemble pour organiser la toute première conférence Teach to Reach qui avait pour but l'apprentissage par les pairs au travers du partage d'expériences. Et aujourd'hui, nous sommes à la 11e édition de Teach to Reach Connect après cette conférence. Merci, Reda. Merci, Charlotte. Alors, vous savez, en juin, s'est tenue la 10e édition de Teach to Reach. Et en juin, nous étions 21 398. Ceux qui ont participé aux séances du matin, vous connaissez déjà le nouveau chiffre record pour Teach to Reach numéro 11. Le voici, c'est 24 583, donc plus 3185 participants en plus qu'à l'occasion de Teach to Reach 10. Désolé pour les informations qui sont restées en anglais. Vous voyez, près de 10 000 francophones. Pour ma part, je regrette qu'on n'ait pas encore atteint le palier des 10 000 francophones qui sont inscrits pour Teach to Reach. Mais vous savez, nous avons vécu des moments forts dans le cadre de Teach to Reach qui ont marqué les esprits. Nous vous avons vu repartir de Teach to Reach avec de nouvelles idées et revenir quelques mois plus tard à l'occasion de l'édition suivante pour nous raconter comment vous avez mis en œuvre ces idées. Notamment, nous avons assisté à la naissance du collectif des femmes de la vaccination. Si vous êtes une de ces femmes de la vaccination qui a participé à ces initiatives dans le cadre de Teach to Reach, n'hésitez pas à lever la main, qu'on puisse se tourner vers vous pour vous entendre de vive voix. Et c'est donc en juin 2024, nous avions fêté les 50 ans du PEV pour la première fois dans le cadre de Teach to Reach avec un partage d'expérience très fort sous ce slogan, cette bannière humainement possible, 154 millions de vies sauvées par la vaccination. Nous avions reçu, alors ça c'était pour les anglophones, Kate O'Brien qui est la directrice de la vaccination au siège de l'OMS et nous avions partagé l'expérience donc sur plusieurs questions, notamment comment intégrer la vaccination à d'autres services de santé. Tout cela sous l'égide du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et cela remonte au 7 mars 2022. Charlotte vous a évoqué le réseau Covid-19. 2 ans après le lancement de ce réseau, eh bien, nous avons fondé ensemble, les acteurs de la vaccination réunis, ce mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et nous avons vu par la suite des leaders de la vaccination raconter comment ils font la différence à travers des études de cas, à travers des données étayées, pour montrer l'impact que le fait de se rassembler, de tisser des liens, de tisser un réseau entre des acteurs de la santé pouvait faire la différence. Petit à petit, nous avons avancé et nous avons
De plus en plus, nous vous avons appelé à raconter vos propres récits, notamment à travers cet appel chaque année à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination et la Semaine africaine de la vaccination, d'envoyer tout simplement un cliché, une image qui montre votre travail quotidien pour maintenir les services de la vaccination. Par la suite, ce collectif Femmes de la vaccination s'est élargi et a lancé l'appel aux femmes de la santé pour raconter ce qu'elles diraient à leurs filles si celles-ci souhaitent s'inscrire dans un cadre professionnel, s'inscrire et viser une carrière dans le domaine de la santé ou de l'humanitaire. Et 177 femmes avaient répondu à l'appel et partagé leurs témoignages. Tout ça, c'était en juin 2024. Également, côté des anglophones, nous avions lancé avec plus de 4300 acteurs de la santé du Nigeria le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 du pays. Pour la première fois, c'était la première fois que donc une des composantes du mouvement a lancé réellement le pendant national de ce mouvement avec l'UNICEF et bien sûr avec le ministère de la Santé ainsi qu'avec Gavi. Pareil, cette question des nouveaux vaccins, celui du VPH, vaccin papillome humain, du virus du papillome humain ou le HPV en anglais, eh bien nous avons annoncé en juin à Teach to Reach 10 l'édition, la parution prochaine de ce guide des travailleurs de la santé qui témoignent et des astuces des acteurs de terrain, comment concrètement on peut faire réussir la vaccination HPV au-delà des campagnes. D'où cette première question pour vous, acteurs de la vaccination réunis aujourd'hui. Je vois déjà des mains levées. Vous travaillez chaque jour pour veiller à ce que chaque enfant, chaque famille soit protégée contre les maladies évitables par la vaccination. C'est votre quotidien. Quelle est la chose que vous souhaitez partager aujourd'hui à l'occasion de Teach to Reach 11 à propos de votre travail? C'est là. On va se tourner vers Charlotte qui va nous guider vers notre premier intervenant, ou première intervenante, je dirais. Merci Reda, et juste pour dire que vous pouvez lever la main si vous souhaitez prendre la parole, et vous pouvez aussi saisir dans le chat, surtout si vous n'arrivez pas à parler, la réponse à la question. Et alors, je vois pour le moment seulement la main levée de... Oui, alors nous avons, Ali, Charlotte, nous avons Daphné Michel qui intervient depuis Haïti. Alors on a toujours apprécié la participation des Haïtiens. Là, je lui demande d'activer son micro. On va voir si elle est en mesure de prendre la parole pour nous raconter son travail de la vaccination. Daphné Michel, est-ce que vous êtes là? Non, elle ne répond pas pour l'instant alors qu'elle avait laissé un message assis. Oui, voilà. Je suis là. Ok, formidable. Oui, soyez la bienvenue. On vous accueille très chaleureusement. Vous êtes aussi de longue date engagé dans ce mouvement pour la vaccination, engagé dans le cadre de Teach to Reach notamment. Vous travaillez en Haïti. Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce que vous faites dans le domaine et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez partager à propos de ce travail quotidien que vous faites pour maintenir la vaccination? Merci Reda. Bonjour à tous. Moi, je suis Daphné Michel, médecin de formation depuis Haïti. Je vous écoute. Bien entendu, je dois vous dire avant tout que je suis très, très, très fière, très contente d'être parmi vous. Et ça fait un bon bout de temps, comme vous l'avez dit, que je participe à ces rencontres. Moi, je travaille en tant que médecin de la santé publique et j'encourage vraiment, et malgré les difficultés actuelles politiques, mais on maintient toujours la vaccination dans la communauté et on se déplace parce que s'il y a des difficultés pour que les gens puissent venir dans le centre de l'établissement, mais on utilise des stratégies. On se déplace pour aller retrouver ses familles, ses ménages, ses enfants. Et particulièrement, je dois vous dire que Teach to Reach, et puis cette communauté m'a vraiment aidée et puis m'a maintenue également avec cette idée, la chaleur de toujours d'apprendre, de continuer à apprendre par les pairs, par les autres collègues, également de partager mes connaissances avec mes collègues ici en Haïti. Moi, ce que j'aimerais, l'avenir, c'est toujours été et rester dans cette communauté, de participer et même voir si on pouvait avoir une équipe comme ça de Teach to Reach en Haïti, juste pour maintenir vraiment le cap avec la vaccination. Merci beaucoup. Daphné Michel, question pour vous. Alors, 154 millions de vies sauvées. Hein.
majoritairement, bien sûr, des enfants grâce à la vaccination depuis le début du programme élargi de vaccination, le PEV. Donc, qu'est-ce que cela vous fait, vous, dans votre quotidien? C'est justement travailler pour faire en sorte que cette grande réussite de la santé publique, cette grande réussite de la vaccination qui montre ce qui est humainement possible, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce chiffre et vous avez été témoin personnellement des bienfaits de la vaccination? D'accord, merci. Premièrement, c'est de voir que le nombre vraiment de personnes qui ont été épargnés, d'enfants qui ont été épargnés d'une maladie quelconque, parce que la vaccination en soi, c'est très, très important. Savoir qu'il y a tant d'enfants qui ont été vaccinés et qui ont été épargnés d'une maladie, ça, c'est en tant que personnel de santé et qui fait de la santé publique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et deuxièmement, c'est pour voir que c'est toujours renouer, rappeler l'importance de la vaccination à travers les communautés. Ça, c'est pas uniquement pour un pays, mais c'est mondialement. Moi, je pense que la vaccination aide beaucoup. La prévention, c'est vaut mieux prévenir que guérir. La prévention, c'est très, très, très importante. Et je pourrais dire, sans la vaccination, on aurait beaucoup plus de cas de maladie et beaucoup plus de dépenses, bien entendu, pour la prise en charge. Merci Daphné Michel. Merci. On vous applaudit pour cet engagement de longue date. Et on rappelle comment demander la prise de parole. Vous voyez les instructions ici. Alors il y a aussi Maria qui essaye d'attirer notre attention pour devenir panéliste. Ok. Comment demander la parole? Il faut chercher la petite main levée. Voilà le mécanisme. Donc la première question. Mais alors je vois déjà une question technique et elle est pertinente. Alors il faut que je la retrouve. Voilà, Mohamed Condé qui vous demande, Daphné, dans le contexte d'insécurité, comment vous faites pour réussir votre stratégie de vaccination? Alors Daphné, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'on peut vous faire revenir pour nous parler? Oui, on sait qu'il y a un contexte particulier en Haïti actuellement. Comment est-ce qu'il a des conséquences pour votre travail dans le domaine de la vaccination? Oui, justement, parce qu'il y a des zones il y a des zones qu'on ne peut plus même aller ou bien aller visiter. Il y a beaucoup de déplacements internes à l'intérieur même du pays. Ce qu'on essaie de faire et ce qui donne également des résultats, c'est premièrement aller vers cette communauté dans les zones plus ou moins et si les personnes ne peuvent pas se déplacer, on y va avec des agents. Et deuxièmement, on fait également des relais. On appelle relais, c'est-à-dire que si vous êtes dans une zone et où vous ne pouvez pas aller dans une institution ou bien vous vous êtes déplacé à cause de l'insécurité, vous pouvez aller dans une autre institution. Mais maintenant, les institutions entre elles, on maintient le contact. C'est comme un réseautage. Et puis, ça aide vraiment que la personne ait la carte de vaccination et la personne est enregistrée. Et puis, on garde le contact avec l'institution. On fait le réseautage entre les institutions. C'est surtout dans le département de l'Ouest, dans la capitale. Et puis, après, l'enfant qui a pris la dose est enregistré et puis on peut communiquer avec l'autre institution. C'est un peu compliqué, mais il y a toute la structure de l'agent de santé, ASCP, jusqu'au niveau national, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de faire le réseautage et puis d'accompagner, d'aider les parents, d'aider les enfants. C'est comme ça. Merci. Très bien, Daphné Michel. Alors, on va se tourner vers Mohamed Condé qui, lui, a posé cette question et j'imagine qu'il ne pose pas cette question sur le contexte d'insécurité par hasard. Mohamed Condé, soyez le bienvenu. Racontez-nous ce que vous faites dans le domaine de la vaccination, dans quel pays, dans quel endroit, et pourquoi vous avez cette préoccupation autour de l'insécurité. Alors Mohamed Condé, on appelle bien sûr, on vous demande toujours de bien préparer votre participation pour être en mesure de vous parler. À votre micro est activé, mais là je ne vous entends pas du tout, donc malheureusement. Allô? Oui. Ok, là c'est mieux. Allô? Oui. Allez-y. Allô, vous me recevez? Oui.
Alors c'est un peu faible, si vous pouvez parler plus fort ou vous rapprocher de votre micro, mais sinon on vous entend. Dites-nous pourquoi vous avez posé cette question pour Daphné Michel, puisqu'on est dans le cadre du partage d'expériences justement entre acteurs de la vaccination. Oui, en fait je pose cette question parce que moi j'étais au Burkina et on avait voulu développer une stratégie vaccinale pour pouvoir atteindre les enfants qui étaient dans la communauté pour la vaccination. Mais franchement, avec le contexte sécuritaire, on n'avait pas pu trouver la stratégie idéale pour pouvoir vacciner ces enfants. Et quand moi j'ai entendu notre collègue de Haïti parler de ces réussites-là pour pouvoir vacciner les enfants, donc ça m'a un peu tiqué. Je me suis dit, mais bon, comment l'équipe de Haïti parvient quand même à réussir les activités vaccinales dans ce contexte d'insécurité. Donc, ça a un peu réveillé un peu ma curiosité pour voir si je pouvais m'inspirer un peu de leur réussite et puis pourquoi pas dupliquer ça sur les missions dans lesquelles j'interviens où vraiment il y a l'insécurité bat son record, quoi. Voilà. Donc, raison pour laquelle je vais poser la question. Très bien. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez prendre contact avec Daphné Michel à travers cette plateforme qui est consacrée au réseautage pour aller plus loin dans le dialogue. Mais je relève ce message de Yembo Adolphe Namo Ano qui nous dit comment maintenir ce cap dans un contexte donc des bienfaits de la vaccination, des réussites de la vaccination, mais dans un contexte d'insécurité, de changement climatique et des pays à ressources limitées avec des difficultés de surcroît dans la chaîne logistique. Il pose cette question depuis l'hôpital Paul VI de Ouagadougou. Donc on va se tourner vers notre confrère pour là aussi entendre. On va vous poser la question parce que j'imagine que vous continuez à vacciner. Comment vous faites vous n'êtes pas forcément dans un lieu où il y a le plus d'insécurité. Vous allez nous raconter ça. Mais pourquoi posez-vous cette question et quelle expérience pouvez-vous apporter concrète, comme l'a fait Daphné Michel en décrivant comment il continue, elle et ses collègues continuent à atteindre les enfants. On vous écoute. Merci bien aux collègues et pour leur partage d'expérience. Ça fait un plus que j'apprends déjà le mot réseautage et pour pouvoir atteindre la population. Bon, c'est vrai qu'au niveau urbain ici, nous on est beaucoup plus confrontés en fait au cas de réticence en fait. Donc c'est des problèmes d'information. Donc ce que nous mettons en place, il y a dans les campagnes de vaccination ou bien pour pouvoir faire les rattrapages, on essaie d'abord de passer par la communauté et d'essayer de repérer quelques leaders religieux par quartier et on fait passer le message, on donne l'information. Et maintenant, au cours de la vaccination, au moment de la vaccination, si on est confronté avec ces genres de cas, on essaie de recontacter un peu la communauté. Et j'avoue que c'est un vrai challenge parce que c'est pas à chaque fois qu'on réussit et on est obligé de revenir le lendemain encore pour manager la famille ou bien le chef de ménage. Et par moment, on réussit. Bon, malheureusement, dans des cas très, très rares, mais il arrive souvent aussi qu'il y ait des refus catégoriques. Donc, c'est un peu cette situation qui se pose. Donc, ma question, je l'ai posée vraiment pour des situations de campagne quand on sort avec ces difficultés de conditionnement par rapport à la chaîne de froid. C'est ça qui m'a amené à poser la question. Du coup, aussi, quand j'ai entendu ma collègue d'Haïti et également l'expérience de mon collègue qui vient d'intervenir par rapport à cette technique d'essayer de faire du réseautage, je trouve l'idée est très, très intéressante. En tout cas, c'est vraiment bien. C'est la première fois. J'avoue que j'apprends beaucoup avec Titourich et j'espère que on sera une communauté d'équipe et à notre niveau à pouvoir entrer dans ce cadre pour un renforcement de capacité à travers ces expériences et apprendre pour mieux implémenter de nouvelles stratégies pour vraiment de meilleurs succès. Merci. Merci à vous et vous savez qu'on réserve un sort particulier aux nouveaux venus de Teach to Reach et c'est celui-ci de vous applaudir et de vous souhaiter très chaleureusement bienvenue au sein de la grande famille Teach to Reach. Un point d'ordre toutefois parce que je vois que beaucoup
d'entre vous restent dans la salle comme Afiavi Agessi, alors qu'il y avait d'abord un problème de son, mais Agessi, si vous êtes resté dans la salle, vous n'êtes pas encore avec nous. Si vous êtes dans le hall d'entrée, il vous faut accéder à la salle. Je vais vous montrer comment. Vous allez sur Session, vous trouvez donc la séance des 50 ans du PEV, et il faut impérativement réserver un spot. À partir du moment où vous réservez un spot, eh bien vous avez ce bouton participer, et c'est ainsi et uniquement ainsi que vous pouvez rejoindre la séance pour les 50 ans du PEV et participer pleinement. Donc voilà un dernier conseil. Maintenant, vous voyez la prochaine, alors j'apprécie vraiment, on sent qu'il y a une communauté, une véritable communauté d'appartenance autour de la vaccination. Très rapidement, on est entré dans des assez en profondeur, je dirais, c'est pas du tout du fast food comme diraient certains. J'aimerais maintenant vous proposer la question suivante. Charlotte nous a rappelé comment le réseau Covid-19 avait réuni plus de 6000 acteurs de la vaccination au tout début de la pandémie Covid-19, donc en 2020. Et là, nous sommes plus de 4 ans après le début. Et bien sûr, on parle du grand rattrapage. Donc, ce sont des programmes qui visent justement à récupérer ce qui a été perdu en partie des conséquences liées aux conséquences de la pandémie. Donc la question que j'aimerais vous soumettre est la suivante. 4 ans après la pandémie, votre service de vaccination a-t-il complètement récupéré? Si oui, vous allez nous raconter comment vous avez fait. Et sinon, eh bien, vous allez nous dire quels sont les défis qui restent, parce qu'il y a aussi des nouveaux défis, les enfants zéro dose, le changement climatique, les zones de conflit et des choses comme ça. Donc, on s'est dit que cette question pourrait permettre d'aborder une discussion intéressante, vu la qualité du groupe qui est réuni autour de cette question. On accueille aussi, je vais en profiter pendant que vous réfléchissez à cette question, donc levez la main pour être le premier ou la première à répondre à cette question. Racontez-nous, depuis la pandémie, est-ce que vous avez réussi à récupérer ou pas? On accueille Douani Pakile Valérie, responsable de la vaccination au CSR de Basra en Côte d'Ivoire. Alors Olivier Dja avait un commentaire. Je voudrais, dit-il, également suggérer l'analyse des données de vaccination en termes de performance vaccinale et la rétro-information mensuelle aux agents vaccinateurs, qui est une expérience qui marche bien dans notre district. Eh bien, on va se tourner vers Olivier, je dirais même un pilier de la communauté Teach to Reach. Olivier, alors on va vous entendre sur cette pratique de la rétro-information, mais est-ce que je peux vous demander déjà dans votre district, rappelez-nous lequel en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, 4 ans après la pandémie Covid-19, est-ce que votre service de vaccination, votre district, a complètement récupéré ou pas? Merci. Alors, je suis docteur Olivier Dja, je suis médecin-chef de district ici à Transua, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Parlant de la rétro-information, je dirais comme ça que chaque mois, nous analysons les données de vaccination. C'est-à-dire que les infirmiers transmettent les données au niveau district et suite à l'analyse, on a des réunions mensuelles qu'on organise. Et lors de ces réunions, on fait vraiment la rétro-information, on classe même les centres de santé et on partage les expériences aussi entre agents de santé et agents vaccinateurs. Et cela vraiment encourage aussi, surtout par exemple, on a souvent des nouveaux infirmiers à pouvoir vraiment aussi améliorer leur couverture vaccinale et ils apprennent des autres. Ça, c'est un peu dans le sens de Teach to Reach en termes de partage d'expérience par les pairs. Alors, concernant la pandémie Covid-19, la vaccination, je crois que nous avons débuté la vaccination dans notre pays, à l'instant de tous les pays de la sous-région. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que la vaccination s'est bien déroulée dans le district parce que en complètement vacciné, nous sommes autour de 80% dans le district et on n'a plus de cas et je crois qu'on continue toujours la vaccination dans le district en termes de Covid-19 parce qu'il y a toujours la maladie est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui a été fait? Je pense que nous sommes alignés aux stratégies au niveau national en termes de campagne de vaccination. Les intensifications des activités d'intensification vaccinale
qui nous ont permis vraiment de pouvoir vraiment vacciner. Mais il y a un élément très important que je voulais souligner, c'est la communication autour de la vaccination liée à la COVID-19, parce qu'on sait combien de fois il y avait beaucoup de refus, beaucoup de mauvaises nouvelles, de rumeurs, pardon, autour de cette maladie-là. Donc, ce n'était pas facile dans les débuts, mais avec la communication qui a été renforcée. Olivier Dia, c'est là-dessus que je voulais vous interroger en fait. Donc on a dit à l'époque, on a dit qu'il y avait 82 millions d'enfants qui étaient à risque de louper leur vaccination, essentiellement parce que les parents, parce qu'il y avait différentes désorganisations liées aux mesures de restriction sur la liberté de se déplacer, donc les mesures de confinement. Il y avait la peur des parents, mais aussi des acteurs de la santé par rapport à l'inconnu de ce virus. Et on a vu les courbes de couverture vaccinale chuter brutalement en 2020. Et on dit 4 ans plus tard, certains pays ont remonté la pente, d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Où en est, au niveau de votre district, où en sont les choses? Est-ce que vous fonctionnez comme avant la Covid, mieux qu'avant, et ou est-ce qu'il y a des nouveaux défis supplémentaires qui sont arrivés? Merci bien pour cette question. Alors, pour me focaliser sur mon district, parce que il faut être vraiment focus, je voulais dire qu'aujourd'hui, on a certes commencé timidement, parce qu'on a commencé avec un seul antigène, qui était l'AstraZeneca, dans le cas de la COVID. Et il y a eu en France, je crois, 2-3 antigènes tels que le Pfizer qui a été introduit. Donc, je le dirais toujours, c'était vraiment les mauvaises nouvelles, les rumeurs autour de la vaccination. Et avec la sensibilisation, et aussi on a intensifié en impliquant aussi les autorités administratives coutumières qui nous ont vraiment accompagnés, qu'il faut saluer. Parce qu'il fallait aussi voir la vaccination autrement. C'est-à-dire qu'il fallait impliquer les leaders communautaires pour pouvoir vraiment rassurer la communauté. Et suite à ces stratégies locales, avec l'implication de tous, je salue aussi le programme de la de vaccination qui n'a cessé de nous accompagner avec l'État de Côte d'Ivoire, les informations, tout ça. Ça a permis aujourd'hui, je crois même au niveau national, à remonter un peu la courbe. On sait qu'un effort reste encore à faire, mais il faut dire qu'aujourd'hui, par rapport dans les débuts où ces antigènes étaient méconnus, la vaccination qu'on appelle, il y a la peur. Aujourd'hui, on peut dire que dans les services, la vaccination vraiment, parce qu'il y a eu une période où on a élargi la tranche d'âge aux adolescents. Et donc, on a aussi vacciné dans les écoles. Et ça a vraiment aussi marché avec les partenariats qu'on a tissés avec les responsables des établissements. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Merci. Très bien, merci Olivier. Donc cette question, est-ce que votre service de vaccination a récupéré suite aux conséquences du Covid? C'est une des questions qu'on voulait vous présenter aujourd'hui dans le cadre de cette séance consacrée aux 50 ans du PEV. L'autre question, la prochaine question est la suivante. Comment retrouver les enfants en dehors, ou plutôt au-delà des campagnes de vaccination? On sait que les campagnes de vaccination ont une certaine efficacité quand elles sont bien menées, mais qu'elles ont une limite parce qu'on ne peut pas faire des campagnes tout le temps. Il y a la question des ressources, il y a d'autres questions. Comment on inscrit donc l'action pour retrouver les enfants dans la vaccination de routine? Donc j'aimerais là vous solliciter, vous demander si vous avez, dans le cadre de votre travail, une activité menée qui vous a permis de retrouver et vacciner des enfants perdus de vue, et ce n'était pas dans le cadre d'une campagne. Alors on va ouvrir cette question, bien sûr, donc levez la main pour y répondre. Charlotte a peut-être d'ores et déjà choisi quelqu'un. Vous pouvez aussi intervenir sur les autres questions qu'on a posées, ou sur les autres questions déjà discutées. Donc ce que vous souhaitez partager en général sur les bienfaits de la vaccination, comment vous avez réussi dans votre service à récupérer des conséquences de la pandémie ou pas, et comment retrouver les enfants en dehors des campagnes très coûteuses et difficiles à maintenir dans le temps. Charlotte, qui allons-nous écouter sur une ou plusieurs de ces questions? Oh, on a perdu Charlotte, peut-être qu'il doit y avoir des difficultés de connexion. Ok, donc il y a Gade Foromo Mgamou qui a sa main levée. Donc, oui, sur quelle question souhaitez-vous intervenir, Gbamou? Bonjour.
Oui, soyez le bienvenu, présentez-vous, dites-nous où vous travaillez et dans quel cadre par rapport à la vaccination. Oh, je crois oui, monsieur Reda, vous me suivez? Oui, difficilement. Et je pense qu'il y a un long délai avant que vous m'entendiez et réciproquement. Mais on va tenter. À quelles questions souhaitez-vous répondre? Il y a donc 3 questions. En général, votre sentiment sur les bienfaits de la vaccination, ça c'est la question numéro 1. Question numéro 2, avez-vous dans votre service récupéré ou pas? Moi, je veux intervenir par rapport... Oui. Je me suis déjà présenté. Ok, alors malheureusement, on a des coupures avec Mahmoud, donc on va aller vers Viviane Moukale qui a son micro activé ou Jean-Claude Akono, c'est à vous. Si vous souhaitez, on a aussi Doni Gebé Guy Boabé qui souhaite intervenir et qui a... Ah d'accord, il n'a pas activé son micro. Donc si quelqu'un peut envoyer un message à Doni... mais vous n'êtes pas forcément en mesure de le faire, qui ne sait pas comment activer votre micro. Oui, Jean-Claude, on vous écoute. Ou Viviane. Oui, Viviane, je réponds au nom de Viviane. Je suis une infirmière dans une structure NEMA, dans la zone de santé de Sakanya, dans le Haut-Katanga, plus précisément en RDC. Je voulais un peu intervenir en ce qui concerne COVID-19, comment est-ce qu'on a pu, parce que pendant la période de COVID-19, il est vrai qu'on a constaté avec amertume qu'il y a eu baisse de courbe, il y a eu baisse de vaccination, parce qu'il y avait des rumeurs, les parents ne voulaient plus venir avec leurs enfants pour faire vacciner leurs enfants. Et c'était vraiment un problème très, très sérieux. Mais en tant qu'agent de santé, il a fallu lever l'équivoque, chercher les stratégies pour récupérer les enfants perdus et récupérer les enfants sous-vaccinés et 0 dose. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Moi, personnellement, je vais donner mon expérience. Je faisais ceci. Chaque enfant qui venait dans la consultation curative, j'ai posé la maman le calendrier de vaccination. Je posais à la maman si l'enfant est déjà vacciné. Et si l'enfant n'est pas encore vacciné, pourquoi? S'il a eu seulement première dose ou deuxième dose, pourquoi? Et les mamans nous donnaient des explications. Et là-bas, on a pris vraiment le temps d'informer toutes les mères de maladies contre lesquelles les enfants sont vaccinés. Et on a bien expliqué, surtout les enfants qui venaient déjà avec rougeole et les enfants malnutris, on a eu le temps d'expliquer vraiment à toutes les mères les maladies contre lesquelles les enfants sont vaccinés. Et surtout les mamans qui restent dans des milieux ruraux. Quand on explique très bien et que le maire comprenne, le maire prenne les informations pour les amener chez les autres maires. Et là, ça nous a vraiment facilité. Si le maire ne veut pas venir au centre, vraiment, on allait là où il se trouvait dans des brousses, dans des champs. On s'est donné vraiment la peine d'y aller. Et je vous assure qu'on a récupéré beaucoup d'enfants sous-vaccinés. Et les enfants 0 dose, on les a récupérés. Et même, il y a la grande partie qui viennent maintenant à la structure pour se faire vacciner. Ceux qui ne viennent pas, chaque mois, on se donne le luxe d'aller sur terrain. On fait la stratégie avancée et la stratégie mobile pour aller atteindre les enfants qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas reçu tous les doses. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous avons un peu de coupures intempestives pour conserver les accumulateurs. C'est un grand défi vraiment. Mais
on se débrouille d'une manière ou d'une autre pour avoir le même de glace et on achète pour aller atteindre les enfants parce que notre souci, nous ne voulons pas que les enfants soient atteints de maladies contre lesquelles on les vaccine. C'est un peu ça. Et puis, on informe aussi la maman des effets secondaires éventuels qui peuvent venir pendant cette vaccination. On explique que les mamans comprennent facilement. Puis, on rappelle à la maman qu'une dose seulement ne suffit pas, une ou deux doses. Il faut vraiment avoir toutes les doses. On explique tout ça. Mais vraiment, c'est un service qui demande vraiment d'être pratique, d'être sur terrain et de faire trop de théories. Avec trop de théories, ça ne va pas. Avant, on se contactait seulement des courbes. Si la courbe est à 80, 90, 95%, là, on est content. Mais pour le moment, avec la pratique sur terrain, dans la communauté, dans des brousses, on a constaté vraiment qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient zéro dose et beaucoup d'enfants qui étaient sous-vaccinés, mais on a récupéré quand même la majorité. Nous continuons à faire les efforts avec nos collègues dans les services en établissant les horaires pour la vaccination. On les fait au moins chaque semaine. On a une séance de vaccination, donc 2 séances de vaccination en stratégie avancée et 2 séances de stratégie fixe pour récupérer un peu les enfants. Mais quand même, on y parvient malgré toutes les difficultés. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et parfois, je chante beaucoup pour les enfants. Pour amuser les mamans, je chante aussi beaucoup de chansons. Et ça fait vraiment du bien. C'est un peu ça. Merci Viviane Moukale. Je pense que sans cet engagement, cette ferveur, ce dévouement aux enfants, cela m'étonnerait malgré toutes les technologies et les appuis et les ressources financières du monde qu'on serait arrivé à sauver 154 millions de vies. Alors, on a des commentaires très riches, on a aussi des mains levées. Vous voyez, on est dans le partage d'expérience. On vient d'entendre Viviane Moukale, son témoignage sur comment en RDC elle a fait dans la foulée des conséquences qu'a eu la pandémie du Covid-19 sur son service de santé pour reconstruire et revenir. On a aussi Brigitte Mogang qui nous dit « Le simple fait pour un parent de savoir que le Covid n'existe plus ». Alors, n'existe plus, c'est-à-dire que la fin de la pandémie a été décrétée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais le virus court toujours. Ça reste une grande motivation pour les parents à amener leurs enfants à la vaccination. Alors, on a des commentaires de très grande qualité que je salue. On a aussi Doni Guebé, Guy Boabé, qui a son micro ouvert depuis longtemps. On a aussi Sonia Emily, qu'on va voir qui sera le plus rapide. Sonia a déjà son micro ouvert. Sonia Emily, est-ce que vous souhaitez intervenir? Sinon, on va entendre Doni. Ce sera à vous. Sinon... Oui, allô? Alors, je crois qu'on a Sonia, mais très faible. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, vous rapprocher de votre micro? Doni, je sais que vous avez la main levée depuis très longtemps. Est-ce Émilie ou Sonia? À qui ai-je l'honneur? Sonia Émilie. D'accord. Alors, sur quelle question déjà présentez-vous et ensuite dites-nous à quelle question vous souhaitez répondre et apporter votre témoignage ou réagir à ce que vous avez entendu jusqu'ici. D'accord, je suis Sonia Émilie Mbo. C'est ma première fois à Teach to Reach. Je suis consultante Stop Team Polio au Burkina Faso. J'appuie la région des Hauts-Bassins dans le cadre de la lutte contre la polio à travers le renforcement du système de santé, système de vaccination. OK. Voilà, donc je vais répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à présent pour essayer de rattraper les enfants en dehors du cadre des campagnes. Oui. Voilà. Maintenant,
ce que je dirais particulièrement, c'est qu'en dehors du cadre des campagnes, on a beaucoup plus essayé de dynamiser le mécanisme de recherche des enfants perdus de vue, beaucoup plus à travers le réseau d'associations de femmes et en particulier les agents de santé à base communautaire qui constituent vraiment un bras séculaire pour entrer dans les communautés. Ces agents sont beaucoup plus formés à mener des visites à domicile et compte tenu du contexte d'insécurité, les capacités sont renforcées en communication interpersonnelle qui puissent entrer dans les familles sans difficulté et pouvoir rechercher les enfants perdus de vue. Il faut dire qu'à cette phase, à ce niveau-là, c'est une recherche active. Mais là, on a aussi encouragé la recherche passive au niveau des formations sanitaires. C'est elle d'ailleurs qui nourrit davantage la recherche active. Cette recherche passive-là, c'est que les responsables PEV utilisent comme principal outil les registres de vaccination où on les encourage à pointer les enfants incomplètement vaccinés, les enfants recherchés, les enfants perdus de vue. Et ça constitue le premier outil, c'est-à-dire la liste des enfants identifiés à partir de ce registre est partagée avec les agents de santé à base communautaire. Et ces agents de santé à base communautaire entrent dans les communautés avec ce premier outil-là. Mais ils profitent de ça pour pouvoir, c'est comme une porte d'entrée, ils visitent les ménages et ils interrogent les parents et ils arrivent à identifier d'autres enfants et beaucoup plus, et parmi lesquels les zéro doses. Et c'est à peu près comme ça que ça se fait d'une manière que ça se fait généralement. C'est ce qui est fait et c'est ce qui est encouragé. Mais il faut dire que compte tenu des défis et de l'insécurité, on rencontre d'autres problèmes dans les communautés. Il y a des communautés qui sont vraiment renfermées et en ce moment, on fait généralement face à des défis beaucoup plus liés aux pratiques, aux us. Et par rapport à ça, on s'est dit non, il faut qu'on atteigne ces communautés comme elles sont et où elles sont. À ce moment-là, on fait beaucoup plus intervenir le côté empathique. Donc, ça prend beaucoup plus du temps parce que ce sont ces communautés-là qui présentent généralement des refus pendant les campagnes. Donc, à l'inter-campagne ou alors pendant la routine, on entre dans ces communautés toujours via les agents de santé communautaire. Et quand il y a des limites au niveau des agents de santé communautaire, on interroge les communautés qui sont tout autour de celles qui sont vraiment fermées. Parce qu'il y a des normes sociales parfois qu'il faut respecter. Ça prend du temps, mais il faut développer la capacité d'écoute. Là, on arrive à une phase vraiment où c'est de l'empathie. Il faut développer ces capacités d'écoute de manière à ce que, via les leaders de ces communautés-là, qu'on puisse comprendre exactement où se situe le problème, qu'on puisse le résoudre et développer un climat de confiance entre la formation sanitaire et les dites communautés. Généralement, ces communautés, après, c'est à ce moment qu'on arrive à trouver au sein de ces communautés un représentant qui devient également le bras au niveau de la formation sanitaire. Donc, c'est ces réseaux-là qu'on développe et après, ça devient facile et on atteint beaucoup plus les enfants éloignés et ils sont vaccinés. Merci. Merci à vous, Sonia Émilie. Alors, c'est incroyable, je viens de voir l'heure. Il me semble qu'on a tout juste amorcé
Une discussion qui s'annonce passionnante. Je n'ai même pas eu encore l'occasion de passer certains des commentaires à l'écrit. On va alors, Donny Gebe Guy Boabe a été très patient avec une main levée. J'espère que son bras n'est pas trop fatigué. Il sera probablement, malheureusement, notre dernier intervenant parce qu'on doit donc clôturer cette séance pour les 50 ans du PEV. Si cela vous laisse sur votre faim, eh bien continuez à suivre nos activités parce que nous proposons régulièrement des activités, des cours, des formations, mais aussi des séances de partage d'expérience autour de la vaccination, bien sûr. Et on place dans 12 minutes et 21 secondes. Donc, vous voyez sur le programme de la conférence, il y a donc cette séance sur le paludisme avec notre partenaire RBM Partenariat pour en finir avec le paludisme. Après, il y aura climat et santé. Donny, c'est à vous. Que souhaitez-vous partager avant sachant que vous serez notre dernier intervenant, cela place une responsabilité particulière sur vous. Oui, allô, vous m'entendez? 5 sur 5. Merci, bonjour à tous. Je suis M. Donny Begboab, responsable de la vaccination du PEV dans le district sanitaire de Tchamba. Je suis au Togo. Je voudrais partager mon expérience concernant la recherche des perdus de vue dans la vaccination de routine. On vous écoute. Il faut dire que dans notre district sanitaire, c'est l'une de notre premiers défis, les taux d'abandon très élevés. Et cela s'est accentué depuis l'avènement Covid, où nous sommes confrontés à beaucoup de spéculations sur la vaccination. Et nous avons constaté que ces spéculations sont animées par les gens de la diaspora, les Togolais ou bien les gens qui sont au diaspora, qui intoxiquent, qui amènent leurs frères à ne pas faire la vaccination. Et quelle stratégie nous avons développée pour rechercher ces perdus de vue? Nous avons mis en place le monitorage par village. Le monitorage par village, chaque formation sanitaire maîtrise sa cible par village. Et à travers la vaccination, systématiquement, on monitore les données par village et on fait le suivi, la recherche des perdus de vie à travers les agents de santé communautaires, où on motive chaque agent de santé ou relais communautaire qui retrouve un perdu de vue et qui fasse venir ce perdu de vue-là pour récupérer sa dose manquée à hauteur de 500 francs, parfois 200. En temps, c'était 200, mais on a réussi ça à 500 francs. Et ça permet les agents de santé communautaire d'amener les perdus de vue pour les faire vacciner. En temps, dans le pays, dans le Grand Nord, il y avait ce qu'on appelle CPS, comment l'appelle-t-on? La campagne de traitement contre le paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans. Et donc, depuis 5 ans, ça se fait, mais spécialement pour cette année, on avait intégré ça avec la recherche des 0 doses. Et il faut dire que ça a marqué, ça a marché puisque on a constaté que nos taux d'abandon ont été drastiquement réduits parce qu'on a intégré cela. Et la campagne de traitement contre le paludisme, c'est les agents de santé de communautaires qui rentraient et faisaient visite à domicile dans tous les ménages. Et quand on a intégré cela, on a constaté qu'on a pu récupérer beaucoup de perdus de vie dans la communauté. Et ça réduit vraiment nos taux d'abandon dans la communauté. L'autre chose que je voudrais ajouter concernant la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, et il faut noter que le district sanitaire de Tchamba était l'un des 2 districts qui a organisé la phase pilote de l'introduction de ce vaccin dans le PEV de routine en 2015-2016. Et il faut dire, la population avait beaucoup adhéré à cette campagne de vaccination, à cette phase pilote. Mais triste est de constater qu'on avait voulu faire l'introduction même avec campagne de rattrapage en décembre 2023. Ça a été vraiment pas facile avec des refus puisque les spéculations qui avaient commencé avec la vaccination Covid n'avaient pas été maîtrisées. Et donc, on avait du mal à faire comprendre à la population l'importance de ce vaccin-là. Mais avec des stratégies que nous avons développées, un partenariat avec les enseignants
et le corps médical, on constate que c'est en train d'être amélioré. Mais les difficultés, nous constatons qu'au niveau de l'éducation, la remarque attend toujours un partenaire ou bien une information descendante qui quitte de leur hiérarchie et arriver à leur niveau. Sinon, au niveau périphérique, lorsqu'on va vers les enseignants, souvent la collaboration n'est pas trop fluide. Et les enseignants réclament que l'information vienne de leur hiérarchie et c'est ce que nous avons remonté au niveau stratégique. Ils sont en train de prendre les dispositions pour améliorer cette stratégie-là. Merci Denis Gebegui. Il y a une question pour vous d'Olivier Dja qui demande, qui dit excellente stratégie, mais qui finance une stratégie comme celle-ci? Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, puisqu'on doit clôturer cette séance, pour lancer celle sur le paludisme? Le financement de la campagne intégrée, je pense, Malaria Consortium par rapport à la campagne de traitement de paludisme, ça c'est le Fonds mondial. Mais l'intégration avec la recherche zéro dose, ça a été fait par... Ça a été fait par qui? On n'a pas entendu le nom du partenaire. Malaria Consortium. D'accord, très bien. Ouais. Formidable, merci Denis et merci pour cet excellent... On a le sentiment d'avoir juste l'amorce d'un débat et qu'il nous manque, en fait, il nous faudrait plusieurs heures de plus pour poursuivre la discussion. On va vous annoncer la suite de Teach to Reach où il y aura de nombreuses occasions pour les acteurs de la vaccination de poursuivre le partage d'expérience. Là, on va démarrer la séance sur le paludisme, mais je rappelle, la vaccination sera à l'ordre du jour de la mise en réseau et du partage d'expérience. Alors Charlotte a été celle qui a repéré que l'horaire indiqué n'était pas le bon. Donc c'est juste après la séance climat et santé. Il n'y a pas de pause entre les deux. Donc si vous avez peut-être une erreur dans votre calendrier, vous pouvez bien sûr la corriger. Voilà, on est obligé de terminer comme ça puisqu'il faut passer à l'autre salle. Donc on va fermer ce Zoom pour ceux qui ont réussi à rejoindre la salle. Beaucoup sont restés dans le hall d'entrée où il est possible effectivement de regarder la séance, mais il n'est pas possible de participer directement. Donc on vous encourage vivement à changer de salle et nous retrouver, refaire la démarche. Donc je vais vous montrer une fois de plus comment cela se passe. Vous allez sur avant-première, donc là c'est sur le paludisme et vous cliquez sur réserver un spot. Pour ceux qui sont sur YouTube ou LinkedIn ou Facebook, restez là où vous êtes. Le stream, donc la diffusion en direct continue. On vous dit à tout de suite pour la séance sur le palu.